Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à notre rendez-vous Café Mort, le lundi 21h. Vous savez, Café Mort vient de mort, c'est ceux qui sont originaires de l'Afrique en général, puisque c'est l'allégorie donc c'est une émission qui est ouverte à tout le monde entier, puisque c'est là où est le berceau de l'humanité, l'Afrique. Donc voilà, parce que souvent on dit que les morts c'est les Arabes. Non, les morts c'est la Mauritanie, c'est les morts c'est les anciens berbères qui habitaient Nord Mali, Nord Niger, Sénégal. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce nom qui en même temps montre cette diversité. Et dans le cadre de cette diversité de la société française, ce soir je vais accueillir quelqu'un pour qui, vous savez que je dis toujours les choses, mais pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui a fait un travail remarquable, pas assez connu, et donc sur justement la question de l'esclavage, qui est un vrai crime contre l'humanité, et qui effectivement aujourd'hui on en parle, mais il fut un temps où on en parlait moins. Donc je vais accueillir Serge Romana, qui est professeur de médecine, généticien. Exact. Je suis généticien, je travaille à l'hôpital Necker Enfants Malades et je suis originaire de la Guadeloupe. Alors on va parler des origines, et tu es aussi président du collectif du CM 98, le collectif Marche 98. J'ai été très longtemps, je ne suis plus le président du CM 98, mais j'y ai été pendant 20 ans. Oui. Les 20... Jusqu'à maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a eu le changement. Il y a eu un changement récent, et aujourd'hui, je préside une fondation. On a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Esclavage et Réconciliation. Et l'actualité, c'est que nous avons créé un collectif qui a rassemblé beaucoup d'artistes, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de personnalités. La plupart des présidents de l'association du monde des originaires d'outre-mer, et pour célébrer donc le 23 mai, qui est devenu, depuis l'année dernière, grâce à 20 ans de combat, une journée spéciale qui est aujourd'hui dans la loi, reconnue par l'État français, la journée nationale d'hommage aux victimes de l'esclavage. Oui, je me souviens de ce combat que tu as mené, parce que sur le 10 mai, l'histoire des dates. Ouais. Mais avant de venir sur les dates, alors Serge Romana est né où? C'est qui Serge Romana? Parce que les gens te connaissent dans le match, mais ne te connaissent pas la personnalité. Bien sûr. Alors, moi je suis guadeloupéen. Mais d'où de la Guadeloupe? Je suis du Moule. Le Moule en Guadeloupe, c'est la première ville de la Guadeloupe, le Moule. Hein. C'était un port. Le Moule, c'est... au départ, c'est le Mol. Le Mol, c'est un ancien français, ça veut dire le port. Le Moule est la commune qui, en Guadeloupe, avait le plus d'esclaves. C'était un port avec une arrière-campagne plate, où on pouvait planter de la canne à sucre. Et en 1848, il y avait à peu près 7500 personnes qui étaient encore en esclavage, dont mon aïeul, qui s'appelait Juliette, hein, dont le matricule était 5322, et qui est venu un 14 septembre 1848 avec un petit enfant sous les bras, qui avait 2 ans, qui s'appelait Volant Charles. Et l'officier d'état civil qui était devant elle a marqué sur le registre où il fallait... Parce que du temps de l'esclavage, il n'y avait pas de nom de famille, donc après l'abolition, on leur a donné un nom. Et c'est marqué Juliette, âgée de 30 ans, née à Sainte-Anne, qui est notre commune de la Guadeloupe, demeurant au Moule, immatriculée sur le numéro 5322. Et la ligne d'après, il est marqué Volant Charles, 2 ans, né au Moule, demeurant au Moule, immatriculée sur le numéro 9812. La dite Juliette nous ayant présenté le dit Volange Charles comme étant son fils, nous leur avons donné à tous les deux le nom patronymique de Romana. Ainsi commence ma famille, mon nom, et le petit Volange Charles, c'est le grand-père de mon père. Ah, comme quoi, parce que les gens, est-ce que c'est cette histoire qui t'a amené à te battre sur cette dignité? Parce que c'est pas des anonymes, c'est tous ces gens qui sont arrivés par bateau. Tu parles effectivement de l'esclavage. Je parle pas de ceux qui sont morts en mer, parce qu'à l'époque c'était terrible de traverser de l'Afrique, et d'ailleurs jusqu'aux Antilles ou même ailleurs. Est-ce que c'est ça c'est cette histoire qui t'a marqué fortement pour que quelqu'un quand même qui est professeur de médecine, chef de service, généticien, comme tu me fais penser un peu, si je peux permettre, Serge, un truc, un peu Frantz Fanon, quand il est arrivé en Algérie, au lieu d'épouser la cause de ceux qui étaient des notables, il a épousé la cause des damnés de la terre. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à épouser cette cause et à te battre pour cette dignité? Je pense que moi, je suis l'enfant de ces gens-là. Il faut bien comprendre que notre histoire, à nous, a commencé par l'esclavage. Donc elle a commencé par une atteinte massive de la dignité humaine.
Et ça, c'est là comme une tâche. Et c'est quelque chose qui m'a été transmis, cette quête d'identité et de dignité humaine. Parce que des personnes qui vivent en esclavage, ce sont des personnes qui vivent dans une société violente. Et en Guadeloupe, en Martinique et aussi dans tous les pays esclaves, une société hiérarchisée selon la couleur de la peau, où les individus les plus clairs coûtent plus cher, ont un prix, puisque chaque personne a un prix, c'est des esclaves, coûtent plus cher que quelqu'un qui est noir de peau, que quelqu'un qui est né en Guadeloupe ou en Martinique, coûte plus cher que quelqu'un qui vient d'Afrique. C'est une société de mépris, une société où les hommes ne sont pas capables de protéger les femmes et les enfants. Ou par exemple, si tu avais une femme que tu aimais, mais un maître, un économe, un commandeur pouvait la prendre comme il voulait et tu n'étais pas capable de la protéger. C'est terrible pour un homme, ça, Serge, de ne pas pouvoir protéger sa famille. Parce que le rôle d'un père, c'est de protéger sa famille. Et c'est pour cela que les sociétés issues de l'esclavage sont des sociétés où les hommes ont beaucoup de difficultés à être des pères. Parce que dès l'origine, ça les a fracassés. Donc moi, je suis issu de ce peuple. Je suis issu de cette population et quelle que soit ma profession, je ressens cette histoire, elle vit en moi. Et donc, tout mon combat, en fait, depuis très longtemps, était de tout faire pour sortir le souvenir de ces personnes de la honte et du mépris. Parce que les premiers à mépriser ces personnes, c'est nous-mêmes, parce que c'était des esclaves et on a préféré fuir le souvenir de cette période, parce qu'aucun peuple au monde n'est spontanément fier d'être né dans l'esclavage. Et pour que tous nos téléspectateurs puissent bien comprendre, les Algériens ont vu les Français venir chez eux. Ils existaient avant. Les Vietnamiens ont vu les Français venir chez eux. Ils existaient avant. Les peuples d'Afrique ont vu les Français venir chez eux. Ils existaient avant. Les Juifs, avant la Shoah, ils existaient. Les Arméniens, avant le génocide arménien, ils existaient. Les Tutsis, avant le génocide Tutsi, ils existaient. Mais les Guadeloupéens et les Martiniquais, avant l'esclavage, ils n'existaient pas. Donc la naissance de ces sociétés est une naissance dans un crime. Et donc toute la difficulté pour nous, c'est de comment parler de cette période qui nous a fondés. Parce que tu vois, tous les peuples sur cette terre, lorsqu'ils parlent de leur naissance, de leur fondation, ils y associent des éléments glorieux, des guerres, des victoires, des divinités. Bref, il y a toujours des choses glorieuses qui définissent la naissance d'un peuple. Mais les descendants d'esclaves de par le monde, c'est une grande difficulté, une grande souffrance pour eux. Et donc, toute ma quête et tout le travail qui a été fait, en particulier depuis 20 ans, mais même avant, est un travail qui cherche à réhabiliter cette mémoire, la mémoire de nos origines. Et c'est très compliqué, parce que la question c'est comment positiver une naissance dans la servilité. Lorsqu'il s'agit par exemple des nègres marrons Saramaka, du Suriname, tout à fait, oui. Eux ce sont des descendants de fugitifs. Ils ont fui et ils ont constitué leur peuple en guerre contre les Hollandais. Et au bout d'un siècle, ils se sont constitués en peuple. Et donc lorsqu'ils parlent de leur origine, ils parlent de la guerre primordiale avec les Hollandais. Leurs ancêtres sont les personnes qui ont fui les habitations. À la limite, si tu parles des Haïtiens, ils ont battu les Français. Toussaint Louverture. Toussaint Louverture. J'allais dire en termes de symbole, il y a Toussaint Louverture qui est quand même un symbole. Des Salines, etc., Christophe, tout ça. Et malgré ça, il y a eu peut-être une quinzaine de dictatures après en Haïti. Haïti, dans cette état qui est très compliqué. C'est-à-dire, on ne sort pas d'une société d'esclaves comme ça. C'est le message du monde qu'on leur a décerné, tu crois, Serge? Non, c'est que tout simplement, c'est difficile de construire lorsqu'on a été esclave.
C'est très compliqué. Les gens pensent qu'être esclave, c'est être esclave, puis après on a retiré les chaînes et on n'est plus esclave. Mais être esclave, c'est une fabrication. On est fabriqué esclave. On est fabriqué dans de la violence, on est fabriqué dans le rapport avec les hommes et les femmes. Bref. Mais en Guadeloupe et en Martinique, c'est pas comme en Haïti. Et tu ne peux pas prendre les héros des autres pour en faire des héros chez toi. Tu fais des héros avec Baron, ils essaient de le faire avec Nec Baron, ils essaient de s'approprier une histoire qui n'est pas la leur. C'est pas la leur. C'est une telle souffrance que un certain nombre de personnes essaient de chercher des héros, des ancêtres à l'extérieur. Et donc nous, sachant que ceci ne pouvait pas réussir, tout notre problème a été d'inventer des dispositifs pour changer la perception que les descendants d'esclaves avaient sur leur origine. Ça nous a pris 20 ans. Et nous avons beaucoup avancé sur ça. C'est ça que je voulais en dire, parce que justement, tu as fait ce travail de généalogie. Alors au début, il y a peu de gens qui soutenaient et qui ne comprenaient pas, pour retrouver les racines, pour redonner une histoire, une identité, un sens aux gens. En fait, la première des choses qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait d'abord accepter que nous étions des descendants d'esclaves. Et que les esclaves, ce n'étaient pas des choses, c'était des parents. Et c'est ce que nous avons compris dans les années 90. Et ça a été le sens profond de la marche du 23 mai 1998, où nous étions 40 000 à dire « Nous sommes des descendants d'esclaves, nous n'avons plus honte de le dire ». Et que les esclaves, c'est des hommes et des femmes qui sont victimes de l'esclavage. Ce n'est pas des esclaves, ce sont des hommes et des femmes victimes de l'esclavage. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Et donc, mais c'est un crime qui nous a fabriqués. C'est ça la difficulté à comprendre psychologiquement, à comprendre ce que ça veut dire d'un point de vue anthropologique. Qu'est-ce que ça veut dire que des groupes humains qui sont fabriqués dans un crime? C'est très compliqué ça. Et donc pour pouvoir inverser la honte qui pèse donc sur cette histoire et sur nos parents en fait, eh bien nous avons mis en place 4 dispositifs en 20 ans. On a inventé 4 dispositifs. Le premier dispositif, c'est qu'on a inventé des commémorations, non pas de l'abolition de l'esclavage comme le faisait la République française, mais des commémorations des victimes de l'esclavage. Parce que... C'est vrai que ce n'est pas la même chose. Ah, ça n'a rien à voir, puisque la commémoration de l'abolition, tu commémores la République qui abolit, tu commémores des combats, tu commémores... C'est la victoire de la République. Fondamentalement, c'est la victoire de la République. Et les victimes dans tout ça? On n'en parle pas. C'est-à-dire, on commémore l'abolition de l'esclavage. En gros, on te dit, tu es né en civilisation, tu deviens civilisé avec l'abolition de l'esclavage. Mais avant? Ça n'existe pas. Mais c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on a rétabli avant. Racine. Voilà. Mais nous, on nous donnait comme racine l'abolition de l'esclavage en 1848. Et le mot d'ordre, par exemple, du gouvernement à l'époque, c'était « tous nés en 1848 ». On oublie ce qui s'est passé, quoi. Parce que c'est honteux. Et que nous-mêmes, les descendants... C'est honteux pour la République. Il faut que les descendants comprennent que c'est honteux pour la République. C'est honteux pour ces hommes qui ont asservi des hommes à ce point-là. Alors, le problème, c'est que la République te dit, oui, mais elle, la République, elle a battu les rois. Et chaque fois qu'elle a renversé la royauté, elle a aboli l'esclavage. Donc la République te dit, elle a aboli. Elle n'a pas mis en esclavage, ce qui est vrai. Mais ça ne change pas grand-chose pour nous, bah oui, pour les descendants. Ça ne change pas, oui. Non, pour les descendants de victimes. Nous ne sommes pas les victimes, nous sommes les descendants de victimes. Oui. Et donc, la première chose qu'il a fallu faire, c'est imposer des commémorations en mémoire des victimes de l'esclavage. Parce que pour un descendant qui a honte de son histoire, lorsqu'il voit que la République honore ces hommes et ces femmes qui étaient esclaves, il ne peut plus les considérer comme des personnes honteuses, parce qu'on n'honore pas des personnes qui sont honteuses. Et il nous a fallu 20 ans pour convaincre la République française de commémorer officiellement la mémoire des victimes de l'esclavage, un jour dédié à ça. Et c'est tout le problème du combat qu'on a mené pour qu'en plus du 10 mai où on commémore l'abolition, on puisse reconnaître le 23 mai comme une journée en mémoire des victimes de l'esclavage. Et d'ailleurs, grâce aux actions
des descendants d'esclaves en France, des Français descendants d'esclaves. La République française a aujourd'hui une loi qui reconnaît l'esclavage crime contre l'humanité. Elle a 2 dates nationales, une le 10 mai où elle commémore l'abolition et l'autre le 23 mai où elle honore la mémoire des victimes de l'esclavage. De ce fait, la République française est aujourd'hui le pays qui a le système mémoriel le plus avancé au monde sur la question de l'esclavage. Mais ça, tu vois, et je le dis clairement, calmement, pour que tout le monde comprenne les choses, elle ne veut pas reconnaître que si elle a aujourd'hui ce système dont elle est si fière, elle veut même mettre une fondation, etc., où elle va mettre un ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, président de la fondation, et bien elle ne reconnaît pas, en fait, en faisant tout ça, que c'est grâce à l'action des descendants d'esclaves si elle a aujourd'hui ce système le plus évolué. Donc ça, c'était le premier dispositif, parce qu'en honorant des victimes, tu rétablis leur dignité et leur honneur. Ça, c'est la première chose. Mais comme je t'ai dit, la première action qu'il fallait mener, c'était sur nous-mêmes, parce que nous avions honte de ça. Donc nous avons instauré, en plus des commémorations, ce qu'on appelle des groupes de parole. Nous avons tenu plus de 600 séances de groupes de parole en 10 ans. Les groupes de parole, c'était une façon pour nous, les gens étaient ensemble et ils racontaient leur famille. Ils racontaient leurs difficultés d'avoir des pères. Les femmes racontaient les difficultés de garder des hommes. Les gens racontaient leurs difficultés dans leur famille, qu'un père ou une mère méprisait un enfant parce qu'il était plus noir qu'un autre enfant. Donc les divisions. Et les gens ont compris par tout ça, hein, les problèmes d'estime de soi. Les gens ont compris, durant toutes ces séances de groupe de parole, ils ont compris en fait que comme tout le monde racontait la même chose, ils ont donc compris qu'il y avait un système, que c'était récurrent, il y avait un système. Et c'est dans ces groupes de parole qu'ils ont compris que tout ça venait de l'esclavage et que l'esclave vivait en eux. Deuxième gros travail qui a été fait sur quelques milliers de personnes. Le troisième travail qui a été fait, c'est qu'on a créé une université populaire. Parce que pour pouvoir construire une mémoire qui ne se base pas sur de l'imagination, il faut connaître l'histoire. L'histoire qui n'est pas apprise véritablement. Donc on a créé une université populaire. Et on a à peu près une dizaine de cours à la Sorbonne par an, là aujourd'hui, qui sont faits par des historiens, qui sont faits par des généticiens, par des anthropologues, sur les questions de couleur de la peau, sur les questions de la traite en Afrique, la traite transsaharienne, la traite atlantique, l'esclavage, etc., 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 pour justement avoir des connaissances solides. Et enfin, le troisième dispositif qu'on a mis en place dans les années 2006, ça a été d'aller chercher nos parents dans les archives, puisque on peut honorer des personnes, mais lorsque ça reste, on va dire, mythique, ça reste quelque chose de pas enfin, lorsqu'on ne sait pas qui c'est un peu compliqué. Et il se trouve que la France est un pays où il y a beaucoup de fonctionnaires, et les fonctionnaires, ils écrivent. Et comme je t'ai dit au tout début, du temps de l'esclavage, les esclaves, ils n'avaient pas de nom de famille. Ils avaient un prénom. Et à partir de 1839, ils avaient un matricule. Et en 1848, lorsque l'esclavage a été aboli, il a fallu nommer, puisque les nouveaux libres sont devenus des citoyens. Il a fallu les nommer, leur donner des noms de famille. C'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure pour ma famille. Il a fallu nommer, pour la Guadeloupe et la Martinique, c'est 153 000 personnes. Et nous avons été dans les fonctionnaires républicains ont noté ça dans des livres, dans des registres de nomination. Et ce que nous avons fait, c'est que nous les avons découverts. On ne savait pas ça. Et on est tombé là-dessus un peu par hasard dans les années 2005 aux Archives nationales. Et ça avait été microfilmé. Eh bien, on a pris notre argent, nos militants, on a débarqué dans les archives, on a tout photocopié, on a fait des bases de données, on a retrouvé à peu près 125 000 personnes. Pour chaque personne, on a retrouvé une dizaine d'items, ce qui revient à peu près à 1,5 million d'items, c'est-à-dire date de nomination, âge, sexe, lieu de naissance. C'est ainsi qu'on a pu savoir, par exemple, qu'environ 15% des personnes qui étaient esclaves en 1848 étaient nées en Afrique, étaient des Africains. Le reste étant des créoles, des personnes nées sur place. Et par tout ce travail, nous sommes arrivés à maîtriser notre honte, à comprendre en fait que nous étions des enfants de survivants.
et que ceci te donne une force. Donc, tout ce travail nous a permis, je la fais courte, hein, mais tout ce travail nous a permis d'inverser la honte qui pesait sur nos parents et d'être en paix vis-à-vis de cette histoire, de sortir la haine et la honte. On n'a plus besoin de ça pour maintenant dire qui on est, ce que l'on est. Et pour la faire vite, aujourd'hui, si je prends mon cas, mais c'est le cas de beaucoup d'entre nous qui avons fait ce travail, tout d'abord, personne ne viendra me dire qui je suis, ni un Européen, ni un Africain. Personne ne peut me dire qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais de quelle société créée dans l'esclavage je viens. Je connais le nom de mes aïeux. Je les connais bien. Je sais quelles sont les difficultés qu'ils ont eues. Je sais en quoi la famille antillaise basée sur la mère avec des hommes qui ont des difficultés à être pères pour les raisons que j'ai évoquées, elle n'a rien à voir avec les familles d'Afrique subsaharienne, d'Afrique de façon générale, ou du monde de façon générale, où les hommes ont construit les sociétés par les guerres. Et nous, les hommes n'ont pas fait la guerre, ils ont plutôt perdu et ils n'ont pas été capables de protéger femmes et enfants. Donc, c'est des sociétés différentes et il faut les penser différemment. Je sais donc qui je suis. Personne ne viendra me donner aujourd'hui de leçons sur qui je suis. Et de ce fait, je suis aujourd'hui, avec d'autres, assez tranquille, très clair, pour pouvoir, en France, participer, maintenant que je me suis débarrassé de mes problèmes internes, je peux participer au combat pour construire une autre France. Une France où je suis prêt à mettre aujourd'hui des forces à dire que français n'est pas une couleur, à dire qu'une autre France c'est possible. Et je pense que dorénavant, le 23 mai, donc on a fait cette marche ce 23 mai, probablement tous les 23 mai on va marcher. En tout cas, c'est ma position, pour prendre l'espace public ici, pour dire à l'occasion de cette journée en mémoire des victimes de l'esclavage, pour que des descendants d'esclaves, antillais ou autres, mais aussi des originaires d'Afrique, que ce soit d'Afrique subsaharienne, que ce soit du Maghreb, soient ensemble, d'Asie, soient ensemble pour dire une autre France c'est possible. Français n'est pas une couleur. Parce que ce qui se passe dans ce pays-là, c'est un déferlement qui s'annonce de racisme, de racisme, de haine d'un certain groupe contre des populations qui sont françaises, mais qui n'ont pas la même origine culturelle. Et j'ajouterais, pour être complet sur cette question, pour que tout le monde puisse nous comprendre, c'est un défi en France de faire ça. Parce que nous vivons en France aujourd'hui, nous sommes français, même si nos parents viennent de différents continents. Mais il se trouve que nous sommes français. Et la plupart d'entre nous qui sommes, on va dire pour aller vite, qui n'ont pas d'ancêtres gaulois, mais nos parents ont construit la France parce que du temps de l'esclavage, mes parents ont construit la France, ils ont participé aux richesses de ce pays. De ce fait, ce pays m'appartient. Les parents des Maghrébins, des Africains, du temps de la colonisation et après, ont participé à l'accumulation des richesses de ce pays. De ce fait, il faut que nos jeunes comprennent que ce pays, c'est leur pays. Et sinon, s'ils ont cette conscience, nous affirmerons ça chaque 23 mai. Alors, juste sur le 23 mai, parce que moi, ce qui m'a impressionné quand j'étais venu voir le travail il y a très longtemps, ça fait longtemps que je regarde parce que je m'intéresse, c'est cette richesse que tu as pu fédérer autour de toi, parce qu'on connaît les Césaires, les Glissants, mais moi j'ai vu des gens d'une grande qualité, parce que pour faire ce travail, il a fallu fédérer des gens, c'est un travail de titan de fédérer. Moi j'avais fait des réunions avec des gens d'une grande qualité, les gens ne le savent pas, quand tu disais la dignité, etc., les gens ne savent pas de toute la richesse et la qualité qu'il y a dans ces personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, pour aller vite, mais il y a de grandes richesses autour de la table, il y a de grandes réussites, il y a des gens qui ont pu se construire et qui ont apporté qui apportent encore à la France en général, mais aussi à ce combat un tribut énorme. Alors, dans le travail alors évidemment, il y a les originaires d'outre-mer, comme partout, tout peuple, apportent des intellectuels, ils apportent. Chez nous, il y a de grands noms, il y a Fanon, il y a Glissant, il y a Césaire, il y a surtout les Martiniquais ont produit beaucoup d'intellectuels. Beaucoup d'intellectuels. Les Guadeloupéens sont plus dans le mouvement de masse.
Les Martiniquais ont produit beaucoup d'intellectuels. Enfin, beaucoup, il y en a au moins 4 très grands. Pour un si petit peuple, quand je parle des Antilles, c'est beaucoup, 4 très grands. Et pas beaucoup de nations qui sortent des très grands non plus. Hein. Mais moi, j'ai un trou que ça va me revenir. Il y a un prix Nobel de littérature qui est un Saint-Lucien. Comment il s'appelle? Ça va me revenir, hein, c'est un auteur très connu. Hein. Mais Sainte-Lucie, si on prend le ratio nombre de prix Nobel par tête d'habitants, Sainte-Lucie est le premier. Donc il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il faut faire les ratios, parce que je dis que ces 4, sur les ratios, ça fait énorme. Mais pourquoi? Parce que ces sociétés portent en elles une résilience incroyable. Ces sociétés sont nées dans l'esclavage, c'est-à-dire dans l'abomination, elles s'en sont sorties d'une façon ou d'une autre. Donc, elles portent en elles quelque chose d'essentiel de l'humain, c'est-à-dire le combat pour la vie brute. Les autres sociétés ont eu le temps d'élaborer des mythes de fondation. Si on parle des Berbères, je suis sûr que le Berbère va nous raconter tellement de choses qu'il a eu le temps de construire dans l'histoire, etc., etc. Les Arméniens vont vous raconter que l'arche de Noé est arrivée au sommet du mont Ararat. Les Français de l'Hexagone vont vous raconter plein d'histoires sur les rois, sur plein de choses. Ce que le descendant d'esclaves va raconter, lorsqu'il plonge à l'intérieur de lui-même, c'est un combat pour la vie, net. Un combat qui est sans phare. Lorsqu'il arrive à parler de ça. Et c'est pour ça que, lors des groupes de parole, lorsque les gens parlaient, 300 personnes, les gens parlaient, on a des gens beaucoup pleuré. C'est cette qualité d'être capable de parler, de sortir de soi des choses aussi fortes, est quelque chose d'impressionnant, d'extrêmement fort. Et je pense que ils ne se le savent pas, mais ce groupe de descendants, lorsqu'il va bien capitaliser, il va bien comprendre ce qu'il a à l'intérieur de lui, il va apporter aux autres hommes. Parce qu'il n'a rien à perdre, puisqu'il est né dans le rien du tout. Il peut apporter beaucoup de choses. Ça, c'est notre combat. Et l'une des choses, peut-être qu'on pourra apporter, je vous dis, hein, moi, je suis prêt à réfléchir à ce que le 23 mai, qui est le jour dédié à nos aïeux, soit un jour particulier en France où les gens du Maghreb, les gens d'Afrique, etc., viennent dire quelque chose de commun. J'allais venir sur ton commun, Serge. Moi, je suis venu ce 23 mai, et ce qui m'a surpris, parce que tout le monde dit « Ah, bah, à telle manif, on n'a pas vu un tel, un tel ». Là, moi, à la manif, j'ai vu quelques gens d'Afrique, du Nord ou subsaharienne, quelques personnes. J'ai vu quelques Blancs. Quand je parle blanc, c'est ceux qui, soi-disant, ceux gars qui disent toujours qu'ils manifestent tout. Mais j'ai vu surtout beaucoup d'enfants d'ultramarins. Et alors que le texte était bien un appel à la dignité, est-ce que la dignité ne concernerait que les enfants ultramarins? Non, pas du tout. Non. Non, mais parce qu'ils n'étaient pas là. C'est pas vous. Vous avez essayé de les faire venir. Oui, mais pourquoi? C'est-à-dire que... alors, déjà, c'est un peu compliqué. Le 23 mai n'est pas encore connu de toute la France. Lorsque les gens parlent d'esclavage, ils vont parler du 10 mai, par exemple. Et le 23 mai, avec les caractéristiques que je viens d'évoquer, n'est pas très connu, puisqu'il a été officialisé que l'année dernière, en 2017. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce 23 mai, c'était un jour de semaine et un jour de grève. Donc, beaucoup de difficultés, mais on a tenu à ce qu'il se fasse quand même le 23 mai. C'est le 23 mai. C'est le 23 mai. Le 14 on peut le faire autrement. Ça rien si on le fait le 24 ou le 25. C'est la puissance. C'est comme si tu disais on fait le 14 juillet, le 25 juillet. Ça n'a va pas de sens. Nous sommes d'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'âme du 23 mai, puisque c'est un combat, c'est les descendants d'esclaves qui l'ont mené. Parce qu'ils en avaient besoin pour eux. Leur soif de dignité, leur quête de dignité est beaucoup plus importante que la quête de dignité de plusieurs autres populations, parce que les autres populations peuvent puiser dans leurs histoires des éléments de leur histoire qui font que... On peut ne pas les aimer. On peut ne pas aimer les Chinois, on peut ne pas aimer les Maghrébins, on peut ne pas aimer les Africains. Je parle, on peut. Bon, dans oui, j'en ai compris le sens. Je sais bien que tu as. Oui, je sais bien ton combat sur la légalité. Mais personne ne peut nier qu'il existe Avicenne. Personne ne peut nier qu'il existe El Guébré. Personne ne peut nier qu'il y a eu Poitiers, que on va dire
il y a eu une partie de un moment de civilisation arabe qui est remonté jusqu'à Poitiers. Oui, hein? Personne ne peut lier tout ça, personne ne peut lier les grandes civilisations d'Afrique. C'est très différent pour le descendant d'esclaves, qui ne peut pas présenter ce bilan. Donc, il était normal, et il est normal que tous les autres puissent comprendre qu'il a besoin d'être au centre de cette journée. Parce que pour qu'il puisse récupérer sa dignité, pour qu'il puisse être fier de ce qu'il est, il a besoin de ce jour, il a besoin de ce moment. Et les autres populations, les autres personnes doivent accompagner. Voilà. Et ce jour-là, on construit en fait la France que nous souhaitons, à plusieurs. On exprime en fait le fait que français n'est pas une couleur. On exprime en fait que français ce n'est pas un seul ancêtre. On exprime qu'une autre France c'est possible. Donc, cette année-ci, ça a été une première, c'est la première fois qu'on faisait ça, donc on n'a pas touché tout le monde. On a décidé de la marche en fin janvier. Oui, c'était cool. Là, ça va être différent. Là, on réfléchit à refaire, c'est mon point de vue qu'il faut refaire. On va réunir d'abord les associations originaires d'outre-mer au mois de septembre, normal. Ce qui est normal, parce qu'il faut qu'elles investissent, les jeunes, tout ça, etc. Et ensuite, très tôt, dès octobre-novembre, je reprendrai contact avec toi, on reprendra contact avec les associations africaines, les soninké, etc. Voilà, exact, tout. On va discuter de tout ça. Et je pense que dans ce genre de choses, moi, mon expérience montre qu'il faut avoir une base très simple, minimale. Il faut trouver le plus petit dénominateur commun. Français n'est pas une couleur, peut être un petit dénominateur commun. C'est un très bon slogan d'ailleurs. Excellent. Comme noir n'est pas mon métier, j'ai trouvé que c'était excellent. Français n'est pas une couleur. D'accord? D'ailleurs, on l'a protégé. Parce que ça peut être vraiment un vrai mot d'ordre. Et lorsqu'on dit français n'est pas une couleur, les premiers qui seront enragés contre ça, c'est la mouvance Le Pen. Ben, Serge, merci parce que l'émission est finie, on a débordé un petit peu. En tous les cas, on a bien entendu. Alors, je vous invite, et j'espère que comme moi vous avez apprécié, on pourrait discuter beaucoup plus longtemps avec ça parce que c'est vraiment, je pense qu'on le réinvitera pour qu'il nous reparle aussi un peu de tout ce travail qui est fait parce que c'est très intéressant et ça vous permet de redonner de la dignité à des gens qui se sont battus. C'est vrai qu'ils disaient qu'il n'y avait pas eu de victoire, mais c'est quand même les esclaves, parce que là c'est les descendants des victimes d'esclaves, mais se sont battus quand même pour leur dignité, pour leur vie, pour leur survie, dans des conditions que personne ne peut imaginer. Et donc vraiment, je vous invite moi le 23 mai à venir apporter votre soutien et effectivement que ces enfants sentent qu'ils ne sont pas seuls et que nous-mêmes dans nos regards, parce qu'on existe dans le regard de l'autre et que nous en les regardant avec dignité, ils retrouveront cette dignité parce que c'est dans le regard de l'autre qu'on est digne. Et donc moi je te remercie Serge d'être venu nous donner une leçon d'humanité. Je te remercie aussi de m'avoir invité, vraiment. Et je vous attends tous. Voilà. Et ben nous, on se quitte donc et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité à 21 h. Bonsoir à toutes. Merci de votre fidélité.